Un homme observe une chaîne de production étrange. Des centaines d'embryons humains sont cultivés dans des flacons de verre, manipulés comme des objets, chauffés, refroidis, multipliés, modifiés. Ici, les enfants ne naissent plus. Ils sont fabriqués. Et chacun d'eux est programmé pour occuper une place précise dans la société. Cette vision froide et méthodique marque le début d'un monde où la stabilité compte plus que la liberté. Un monde où tout est contrôlé. Cette découverte nous entraîne au cœur de l'une des œuvres les plus marquantes de la littérature du XXe siècle. Bienvenue sur Plume Courte, la chaîne qui vous raconte les grandes histoires de la littérature. L'histoire se déroule dans une société futuriste appelée l'État mondial. Après une série de guerres et de crises qui ont failli détruire l'humanité, les dirigeants du monde ont décidé de créer une civilisation parfaitement stable. Pour éviter les conflits, les souffrances et les désordres du passé, ils ont instauré un système entièrement contrôlé. Dans cette société, les humains ne naissent plus naturellement. Ils sont produits dans des centres d'incubation et de conditionnement. Dès leur conception, ils sont classés dans différentes castes. Les alphas sont les plus intelligents et occupent les postes de direction. Les bêtas travaillent dans des fonctions importantes mais moins prestigieuses. Les gamma, delta et epsilon accomplissent les tâches répétitives et physiques. Chaque individu est conditionné dès l'enfance pour aimer la place qui lui est attribuée. Le processus commence dans les laboratoires où les embryons sont manipulés selon leur futur rôle. Certains sont multipliés par un procédé appelé le procédé Bokanovsky, qui permet de créer des dizaines d'individus identiques à partir d'un seul embryon. D'autres sont volontairement affaiblis pour les rendre plus dociles. Une fois nés, les enfants sont soumis à un conditionnement psychologique intensif. Pendant leur sommeil, des messages sont répétés des milliers de fois afin de modeler leurs pensées. Ce procédé, appelé hypnopédie, leur apprend à aimer leur travail, leur caste et les règles de la société. Dans ce monde, la famille n'existe plus. Les mots père et mère sont considérés comme obscènes. Les émotions profondes, les attachements durables et les relations exclusives sont découragés. Au contraire, chacun est encouragé à multiplier les relations superficielles. La devise de cette société est simple: communauté, identité, stabilité. Parmi les habitants de ce monde se trouve Bernard Marx. Il appartient à la caste des alphas, mais il ne ressemble pas aux autres. Il est plus petit, plus fragile et se sent profondément mal à l'aise dans la société qui l'entoure. Bernard ressent quelque chose que les autres semblent avoir perdu, le doute. Il ne comprend pas pourquoi tout doit être si contrôlé. Il se sent isolé et observe les autres avec une distance critique. Alors que la majorité des citoyens se contentent de leur existence confortable, Bernard ressent une forme de malaise qu'il ne parvient pas à expliquer. Une femme attire particulièrement son attention, le Nina Crown. Elle est belle, populaire et parfaitement intégrée dans la société. Elle suit les règles sans les remettre en question et profite pleinement des plaisirs offerts par le système. Le Nina travaille dans le centre d'incubation et mène une vie typique de cette civilisation. Elle prend régulièrement une drogue appelée Soma, qui permet d'éliminer toute tristesse ou inquiétude. Dès qu'un malaise apparaît, une simple dose de Soma suffit à retrouver une sensation de bonheur immédiat. Bernard, lui, ne se satisfait pas de cette solution. Un jour, il propose à Lenina de l'accompagner dans une réserve sauvage située au Nouveau-Mexique. Ces réserves sont des zones où vivent encore des humains selon les anciennes traditions. Là-bas, les gens naissent naturellement, vivent en famille et connaissent la souffrance, la maladie et la mort. Pour les habitants de l'État mondial, ces réserves sont des curiosités presque primitives. Le Nina accepte de partir avec Bernard, intrigué par cette excursion inhabituelle. Lorsqu'ils arrivent dans la réserve, ils découvrent un monde totalement différent du leur. Les habitants vivent dans des villages modestes. Ils connaissent les relations familiales, les croyances religieuses et les difficultés de la vie quotidienne.
Le Nina est profondément choquée. Elle ne comprend pas comment ces gens peuvent vivre sans les technologies et les plaisirs de sa société. C'est là qu'il rencontre un jeune homme nommé John. John est différent des autres habitants de la réserve. Il parle anglais, il connaît certains éléments de la civilisation moderne et il semble fasciné par le monde extérieur. John révèle rapidement son histoire. Sa mère, Linda, est originaire de l'État mondial. Des années plus tôt, elle s'est perdue lors d'une visite dans la réserve et n'a jamais pu retourner chez elle. Elle a donné naissance à John, ce qui est une situation totalement anormale dans la société futuriste. Dans la réserve, Linda a été rejetée. Les habitants la considéraient comme immorale et étrange. John, lui, a grandi entre deux mondes. Il ne se sent pas vraiment accepté par les habitants de la réserve, mais il n'appartient pas non plus à la société moderne. Durant son enfance, il a découvert un vieux livre qui a profondément marqué son imagination, les œuvres complètes de William Shakespeare. Les pièces de Shakespeare deviennent pour lui une référence essentielle. Elles lui permettent de comprendre les émotions humaines, les passions, les tragédies et les espoirs. Lorsque Bernard lui parle du monde moderne, John se montre curieux et enthousiaste. Il accepte de partir avec Bernard et le Nina pour découvrir cette civilisation mystérieuse. De retour dans l'État mondial, John devient immédiatement une attraction. Les dirigeants voient en lui une curiosité fascinante, un humain élevé en dehors du système. Bernard profite de cette situation pour gagner en popularité. Lui qui était autrefois isolé devient soudainement célèbre. Mais John, que l'on surnomme rapidement le sauvage, découvre un monde qui le choque profondément. Il observe une société où tout est artificiel. Les émotions sont remplacées par des plaisirs rapides. Les relations humaines sont superficielles. Les gens consomment du soma pour éviter toute souffrance. Pour John, cette société semble vide. Sa fascination initiale laisse place à une profonde désillusion. Il ne comprend pas comment les habitants peuvent accepter une vie sans véritable liberté ni passion. La situation se complique encore lorsqu'il retrouve sa mère Linda. Dans ce monde où la maternité est considérée comme honteuse, elle devient une curiosité gênante. Elle sombre rapidement dans une dépendance totale au soma. John est bouleversé de la voir se détruire lentement. Lorsqu'elle meurt dans un hôpital, John assiste à une scène qui l'horrifie. Autour de lui, des enfants observent la mort comme une simple expérience éducative. Ils ont été conditionnés pour ne ressentir aucune peur face à la disparition. Pour John, cette absence d'émotion est insupportable. Dans un accès de colère et de désespoir, il tente de libérer un groupe d'ouvriers en jetant leur dose de soma. Il leur crie qu'ils doivent refuser cette drogue et retrouver leur liberté. Mais les ouvriers ne comprennent pas son geste. Pour eux, le soma est une source de bonheur. Sans cette drogue, la vie leur semble insupportable. La situation dégénère rapidement et John est arrêté. Il est alors conduit devant Mustapha Monde, l'un des dirigeants les plus puissants de l'État mondial. Mustapha Monde lui explique la logique du système. Selon lui, l'humanité a choisi la stabilité plutôt que la liberté. Les conflits, les passions et les tragédies du passé ont été éliminés. Les grandes œuvres littéraires ont été interdites car elles provoquent des émotions trop fortes. Les sciences ont été limitées pour éviter les découvertes dangereuses. L'art a disparu au profit du divertissement. En échange, les citoyens vivent dans un confort constant. John écoute ces explications avec colère. Pour lui, une vie sans liberté, sans souffrance et sans passion n'a aucun sens. Il affirme qu'il préfère une existence imparfaite mais authentique. Finalement, incapable de s'intégrer dans ce monde qu'il rejette, John décide de quitter la société. Il s'installe dans un endroit isolé à l'extérieur de la ville. Là, il tente de vivre simplement, loin du système. Mais la curiosité du public le rattrape rapidement.
Des foules viennent l'observer comme une attraction étrange. Les médias s'intéressent à lui et son isolement devient un spectacle. Peu à peu, John comprend qu'il ne peut échapper ni à la société qu'il déteste, ni au regard des autres. Épuisé par ce conflit intérieur et incapable de trouver sa place dans ce monde, il sombre dans un profond désespoir. Le roman se termine sur cette image tragique. À travers cette histoire, Aldous Huxley nous propose une réflexion troublante sur la liberté, le bonheur et le progrès. Il imagine une société où la souffrance a été éliminée, mais où l'humanité a perdu une part essentielle d'elle-même. Le meilleur des mondes reste aujourd'hui l'un des romans les plus puissants pour interroger notre rapport à la technologie, au contrôle social et à la quête du bonheur. Si vous souhaitez découvrir ce livre dans sa version complète ou écouter le livre audio, rendez-vous directement sur le site Plume Courte.